Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Comment le numérique peut-il répondre aux besoins de l'école? C'est notre question du jour. On en parle dans un instant avec nos invités. Du numérique, toujours en deuxième partie d'émission, on parlera également des cahiers de révision numérique. Son directeur sera avec nous. Enfin, comme chaque vendredi, on donnera la parole aux enfants et cette semaine, on leur a demandé ce qu'ils pensaient du bonheur. Mais avant cela, place à l'actualité en bref avec Loïc Landreau. Bonjour Loïc. Bonjour Virginie. On commence avec un bilan de la visite de Pape Ndiaye à La Réunion. Oui, on en sait plus sur les différents thèmes qui ont émergé lors de ces 3 jours de visite officielle. D'abord, le manque criant d'accompagnants des élèves en situation de handicap. Ensuite, l'illettrisme et le décrochage scolaire qui sont bien prégnants, bien réels sur l'île. L'éducation à la sexualité également, mais aussi à la contraception et au MST. Le harcèlement scolaire était également au cœur des débats, ainsi que la place des néo-stagiaires mutés en métropole, c'est-à-dire ces Réunionnais qui sont forcés de quitter l'île et leurs proches, bien sûr, pour aller enseigner sur le continent. Bref, beaucoup de sujets très sensibles à gérer dans les mois à venir pour le ministre. Place maintenant à une étude très préoccupante sur le niveau général des élèves. Une étude de l'Éducation nationale dans le cadre du dispositif CEDRE qui observe les acquis des élèves en fin de primaire et en fin de collège. Et elle souligne notamment que l'écart de niveau entre les jeunes filles et les jeunes garçons s'accroît davantage, que le poids de l'origine sociale pèse toujours plus. Et elle nous donne aussi un chiffre très marquant. Près de 40% des collégiens de 3e affirment, je cite, qu'ils sont découragés d'avance à l'idée de lire un texte d'une page. Une page seulement. Seul rayon de soleil, le niveau de français des élèves de primaire s'améliore. En 2021, 62,5% d'entre eux avaient une maîtrise satisfaisante des compétences exigibles contre 60% en 2015. Une autre étude au cœur de l'actualité, celle-ci concerne Parcoursup. Un sondage Ipsos révèle que 86,6% des candidats ont reçu au moins une proposition d'affectation dans l'enseignement supérieur suite à leur demande et 68% d'entre eux l'ont accepté. Mais là où c'est très inquiétant, c'est que pour 86% des jeunes interrogés, eh bien, la plateforme reste encore une grande source de stress et seuls 57% d'entre eux estiment qu'elle est fiable. L'étude révèle enfin que près de 125 000 candidats, dont 44 000 lycéens, n'ont pas reçu de proposition d'affectation ou de réaffectation. Oui, énorme problème, évidemment, dont on va parler la semaine prochaine dans le grand JT de l'éducation. On termine avec cette femme qui s'est faite embaucher comme institutrice avec de faux diplômes. Et elle n'en est pas du tout à son coup d'essai. Samantha Avril s'était déjà faite passer pour une infirmière et une médecin en Saône-et-Loire l'année dernière. Une personne décrite par son avocate et par son mari comme schizophrène, suicidaire et dépressif, qui était sous le coup d'une liberté conditionnelle. Eh bien, elle a réussi, figurez-vous, à se faire embaucher par l'Académie de Lyon comme institutrice remplaçante dans un village de Tapona, le village de Taponas, c'est au nord de Londres. Elle a présenté de faux diplômes, un faux CV, au nord de Lyon, oui, tout à fait. Elle a présenté de faux diplômes, un faux CV, et elle a exercé 6 jours dans une classe de CP-CE1 avant d'être démasquée par des parents d'élèves. Et c'est une supercherie qui a été rendue possible à cause des délais de traitement des dossiers des candidats. En fait, ici, c'est le casier judiciaire de cette femme qui a tardé à arriver jusqu'à l'Académie de Lyon, donc elle a été envoyée en classe alors qu'ils n'avaient pas tous les éléments, puisqu'il y a une pénurie bien évidemment, et c'était trop tard, elle enseignait déjà. Et c'est un fait divers bien sûr qui relance les questionnements autour du recrutement de contractuels par l'éducation nationale, et à savoir que l'Académie de Lyon a porté plainte. Merci beaucoup Loïc. Alors comment le numérique peut-il répondre aux besoins de l'école? On en parle tout de suite, c'est la question du jour. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Charlotte Riflet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes service designer chez You Know Why. Et également William Anger, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur produit chez You Know Why. Alors justement, racontez-nous ce que veut dire directeur de produit. C'est ce mot sublime. C'est beau. Directeur produit, en fait, c'est... comme le nom l'indique, je dirige le pôle produit. Et le pôle produit dans les entreprises, alors je sais pas si c'est ça peut être un peu long, mais grosso modo, c'est quelque chose qui a été inventé dans les années 30 chez Procter & Gamble. Ouais. Avant, ça s'appelait le brandman. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était... ça venait du marketing dans le retail, donc dans les années 30. Et c'est venu dans le monde de la tech, plutôt dans les années 70-80. Donc, c'est finalement quelque chose d'assez jeune.
qui a évolué au fil des dernières années, et en particulier dans la Silicon Valley, dans le monde des startups, avec justement cette montée en puissance des entreprises tech, Google, etc. Et là, le produit a vraiment, on va dire, pris son essor. Et en France, en fait, c'est quelque chose qui s'est développé, on va dire, sur les 10 dernières années, de manière beaucoup plus accélérée, avec des nouveaux métiers qui se sont créés, notamment le métier de Charlotte. Alors justement, You Know Why, la société pour laquelle vous travaillez, donc accompagne les établissements scolaires dans la transformation numérique. Est-ce que donc du coup, c'est vous qui créez, si je puis dire, les outils numériques pour les écoles, pour les établissements? Question un peu large, vous direz, hein, oui. Parce que les outils numériques, il y en a beaucoup. Précisément, juste bien manger, en tant que directeur produit. Alors effectivement, nous, chez You Know Why, on fait du matériel et des logiciels. Ouais. Et la partie produit, elle va se concentrer vraiment sur les logiciels, c'est-à-dire les applications qu'on va retrouver à l'intérieur d'un PC ou d'une tablette. Donc typiquement, si on prenait une analogie avec d'autres entreprises, donc sur Apple par exemple, on va avoir un iPhone, et dans l'iPhone, on va avoir différentes applications. Certaines applications vont venir d'éditeurs tiers, et d'autres vont venir d'Apple lui-même. Et donc là, on est un peu dans la même configuration, et on fabrique vraiment les outils, les logiciels qu'on va retrouver. Oui, sur beaucoup de tablettes différents. Mais ça fonctionne même sur d'autres équipements que ceux de You Know Why. D'accord. Et alors, service designer, alors qu'est-ce que ça veut dire de votre côté? Comme ça, qu'on soit bien clair pour que la conversation, parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Bien sûr. Alors moi, mon rôle principalement chez You Know Why, c'est de bien comprendre en fait les besoins des utilisateurs finaux, donc que sont les enseignants et les élèves. Donc on se rend en établissement pour observer, voir ce qui existe aujourd'hui, quels sont les besoins et comment on pourrait les aider en développant de nouveaux outils ou en améliorant nos outils. Et comme le disait William, c'est-à-dire qu'on se concentre sur les différents logiciels qu'on crée, mais en fait, c'est un service entier, donc c'est aussi tout ce qui va être, si vous avez un problème, vous contactez le service client, etc. Donc en fait, tous les moments où nos utilisateurs vont être en contact avec nous, tout ça doit être cohérent. Et donc c'est ça le service design, c'est qu'on essaye de faire en sorte que ce soit cohérent dans l'ensemble de l'expérience que l'utilisateur va vivre avec nous. Alors c'est une mine d'or d'informations pour finalement le ministère de l'Éducation et pour nous tous qui nous interrogez sur tout ce qui se passe dans le monde de l'éducation justement aujourd'hui. Vous êtes en contact, vous le disiez, avec les établissements, donc aussi avec les élèves, avec les professeurs, avec tous ceux qui enseignent ou éduquent. Est-ce que vous avez l'impression que le numérique est une évidence justement pour tout le monde et en l'occurrence pour les élèves? Parce qu'il y a quand même une fracture numérique, on la connaît, c'est pas évident, tout le monde n'a pas accès et puis tout le monde n'a pas cette évidence aussi du lien entre école et numérique. Oui, c'est sûr qu'en tout cas jusqu'à maintenant, on a exclu en fait le numérique de l'école. Aujourd'hui, on voit que c'est dans le quotidien de chacun, donc le numérique doit rentrer à l'école. Mais comment? C'est toute la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'enseignants qui le voient encore comme quelque chose de ludique autour du jeu, mais pas forcément comme quelque chose de sérieux. Et donc, c'est tout l'enjeu, c'est comment on fait rentrer le numérique à l'école, mais de manière constructive. Voilà, je sais pas si c'est un sentiment partagé aussi pour vous, William Anger, c'est-à-dire que le côté ludique simplement du numérique, le côté jeu finalement, mais tout ce qu'on a nous, parce que nous on est utilisateurs du numérique tous les jours sur Internet, en information, c'est une mine d'or, enfin, c'est absolument génial. Alors évidemment il y a le pire comme le meilleur, mais pour l'école on ne peut qu'imaginer le meilleur. Alors effectivement, le numérique, en fait, on l'a vu pendant la pandémie, c'est quelque chose qui a vraiment pris énormément d'importance, puisque à ce moment-là, on était finalement notre seul lien, notre seul moyen de continuer de communiquer, d'échanger des informations, etc. C'était le numérique pendant le confinement. Ouais. Et donc, en fait, ça a vraiment montré que, déjà, ça a exacerbé la fracture numérique qui existe. Pas en France, mais aussi dans d'autres régions du monde. Mm-hmm. Mais surtout, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une différence entre ceux qui avaient, on va dire, pris le train du numérique de manière plus assurée et ceux qui n'avaient pas encore fait cette avancée-là, qui se sont trouvés beaucoup plus à la traîne, puisque les moyens, on va dire, non digitaux d'échange, en fait, ont complètement été asséchés par la crise qu'on a tous dû traverser. C'était déjà assez difficile pour les personnes qui n'étaient pas des enseignants ou même nous en tant qu'employés dans des entreprises numériques. On a dû aussi changer nos pratiques, on a dû continuer d'essayer de fonctionner
à distance, à utiliser des outils numériques là où on aurait utilisé des post-it, des tableaux physiques. Enfin, c'est vraiment toute cette partie-là a changé. Et je pense que ça a montré l'importance du numérique, même si on n'aurait peut-être pas forcément pensé à ça comme premier, sur l'éducation comme étant l'élément central. En fait, c'est un élément qui est important parce qu'il prend de la place. Les nouvelles générations naissent en fait avec le numérique, oui. Donc on est obligé de s'y adapter. Je pense qu'il y a vraiment un mouvement de fond où même les enseignants se rendent compte de cette transformation. Et par contre, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à changer sur le terrain. Et voilà. Mais... La vraie première réaction qu'on a souvent quand on est extérieur à cela, c'est de se dire c'est cher. Les établissements n'ont pas les moyens, ça va coûter de l'argent. Les élèves, bien sûr, ne peuvent pas tous s'équiper, loin de là. Les familles, c'est encore un équipement supplémentaire. Ou alors, est-ce que chaque département, région ou commune peut s'équiper? C'est pas forcément sûr. Et pourtant, de l'autre côté, c'est aussi le numérique, une économie de temps, une économie de papier, de crayons, de fournitures. Enfin, on peut l'imaginer aussi dans les deux sens. Quel est votre avis sur la question, Charles? En fait, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément un équipement par élève. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on imagine le numérique à l'école, on imagine 1 heure de cours ou toute la journée sur une tablette ou toute la journée sur un ordinateur. Je pense que c'est pas obligatoire et c'est surtout pas ce vers quoi il faut tendre. Le numérique apporte à un moment donné quelque chose dans... l'apprentissage, dans la répétition ouais. Exactement, avec des applications de lecture par exemple, ou même pour aller chercher un type d'information ou enrichir un contenu de manière plus ludique que juste un livre. Pour autant, on peut le faire 5 minutes sur 1 heure. Donc en fait, je pense que le prix n'est pas un frein, puisqu'on peut avoir 10 tablettes dans un établissement et très bien s'en sortir quand même. Et pour autant, on fait rentrer le numérique à l'école, on apprend aux élèves à s'en servir et à être responsable par rapport à tout ça. La question finalement, c'est de savoir, les jeunes, comme vous le disiez si bien, effectivement, William Anger, c'est qu'ils sont eux-mêmes déjà dans le numérique. Donc le véritable enjeu est sur la formation finalement des enseignants. C'est-à-dire qu'ils ne sont peut-être pas préparés non plus à ce changement. Oui, effectivement, c'est un enjeu important. Après, sur le matériel, j'avais envie de réagir parce que oui. Ça m'a rappelé, on va dire, un souvenir un peu d'enfance. En fait, moi, je viens de l'informatique, donc on aurait tendance à imaginer que, en fait, j'ai toujours eu un ordinateur, etc. Et en fait, comme mes parents n'étaient pas spécialement fortunés, en fait, un ordinateur, c'était trop cher pour eux. Et donc, un des premiers ordinateurs que j'ai utilisé, c'était celui de l'école, au CDI. Et en fait, là, je pense que au-delà du budget, il y a aussi, l'école joue un rôle important chez les enfants qui n'ont pas forcément la capacité d'avoir un ordinateur chez eux pour diverses raisons, ou un ordinateur, on va dire, récent. En fait, même les ordinateurs qu'on va avoir à l'école sont utiles. Ça peut être la première passerelle, donc je parle des ordinateurs, mais ça peut être pareil pour les tablettes. En fait, pour moi, c'est vraiment une mission d'intérêt général, une mission de service public, de faire en sorte que tout le monde puisse s'imprégner du numérique. Oui, parce que justement, on parlait des familles qui étaient un peu plus modestes, en tout cas, ou même défavorisées. C'est vrai que l'accès au numérique permet aussi justement peut-être ça, c'est-à-dire de combler les inégalités. Ça ressort, non? Après, en termes aujourd'hui, alors je n'ai pas le chiffre exact, mais quasiment tout le monde a un téléphone mobile. Donc en fait, tout le monde a accès au numérique. Pas les élèves, mais effectivement les adultes. Oui, mais même dans les foyers, en fait, il y a forcément il y a en tout cas un accès au web, en tout cas. Donc voilà, je pense que c'est... Effectivement, pour rebondir sur ça, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup plus de personnes qui vont avoir un smartphone, pardon. Ouais. Et donc, du coup, ça crée des problématiques dans la formation qui ne sont pas forcément évidentes. Nous, en fait, on s'est rendu compte, justement, quand Charlotte était en établissement, en immersion, un des retours un peu surprenants, c'était que les élèves, quand ils arrivent sur un ordinateur, un PC, en fait, ils ont encore les réflexes du smartphone. C'est-à-dire que sur un smartphone, on va appuyer sur l'écran, on peut faire les actions en faisant un seul clic. L'utilisation du clavier, en fait, elle est pas du tout naturelle. C'est un acquis qui se fait, on va dire, un peu sous la contrainte, parce qu'on se rend compte que ça fonctionne pas du tout comme sur un smartphone. Et donc, l'ordinateur, même pour des personnes qui ont une tablette à la maison, ou des enfants qui ont un iPhone ou une tablette à la maison, en réalité,
ça va pas être un atout pour pouvoir prendre en main l'ordinateur, parce que l'ordinateur est dans un autre monde en fait qui ne respecte pas les codes des tablettes et des smartphones. Alors, on parlait des familles et justement du côté inégal face effectivement eh bien, à l'information, face à l'accès justement à l'extérieur. Il y a des familles pour qui les enfants ne connaissent pas l'actualité, n'ont pas vraiment accès à la culture ou à ce qui se passe en dehors de nos frontières. Ces tablettes-là, ou en tout cas les logiciels que vous mettez en place, peuvent permettre justement de combler, je disais, peut-être ces inégalités de manière assez efficace et rapide. Alors oui, effectivement, ce qui est un formidable outil pour les enfants, c'est Internet. Donc c'est l'accès libre à l'information. Et pour pouvoir bénéficier de cet accès à l'information, il faut un support qui va nous permettre d'y accéder. Et donc sur un smartphone, on va avoir un confort de lecture qui est moindre que sur un écran de taille supérieure. Donc une tablette, ça devient intéressant à ce moment-là, ou un ordinateur. Donc c'est vraiment ça qui fait on va dire la différence. C'est une question de confort, même si pour les élèves, l'habitude du smartphone fait que voilà, ils vont scroller, etc. C'est pas Là, vous parlez de la manière, mais c'est surtout le fond, en fait, parce que je parle d'une inégalité de niveau aussi. C'est-à-dire que c'est une inégalité d'accès à l'information, une inégalité de niveau, et c'est vrai que tous ces logiciels permettent aussi aux enfants qui n'ont pas accès à l'extérieur, en dehors de l'école, donc, à l'école, pouvoir se cultiver, avoir accès aux choses, et donc de se retrouver, en fait, dans une logique où, comment dire, où on est tous au même niveau, finalement. On a tous accès à l'extérieur, à la culture, à l'information. Et ça, c'est absolument génial. Oui, mais vous parliez justement du rôle des enseignants là-dedans. Ouais. Pour moi, ça, c'est le rôle des enseignants. C'est parce qu'avoir accès, donner accès à tout, oui, c'est bien. Mais ensuite, c'est comment on trie l'information, comment on accède à cette information. Et c'est là où les enseignants ont un rôle à jouer. Et c'est peut-être plus ça aujourd'hui le problème, c'est qu'on dit que les enseignants ne sont pas forcément formés au numérique. C'est au-delà même de la prise en main de l'outil ou de la gestion de l'outil informatique. C'est comment on aide les enseignants à transmettre justement ces compétences de recherche d'information, de tri de l'information, de validation aux élèves. Et ça, la formation aujourd'hui, elle est pas encore très développée. Alors, en tant que service designer, justement, qu'est-ce que vous voyez? Quels sont les services essentiels, en tout cas aujourd'hui, je ne parle pas des dernières années, mais de ce que vous voyez aujourd'hui et pour les années à venir, à mettre en place, dont l'école vraiment est en manque cruel? C'est justement tout cet accompagnement au niveau des professeurs, comment on leur permet de transmettre les compétences numériques aux élèves. Aujourd'hui, on a des certifications, on a d'un côté pour les élèves, pour les profs, mais vraiment comment on travaille ensemble et comment on permet l'accès à cette culture numérique à l'école. Aujourd'hui, elle n'est pas forcément très développée et c'est pour moi, on est beaucoup aujourd'hui autour de l'outil, donc on équipe, ok, il faut mettre des tablettes, il faut mettre des ordinateurs, etc. Mais comment on va plus loin, comment on rassure tout le monde sur l'intérêt de l'outil, l'intérêt du numérique et du développement en fait, de cette culture au sein de l'école, c'est pour moi un des enjeux clés. Avis partagé également? Oui, je suis obligé de rejoindre Charlotte, je suis assez d'accord. C'est vrai que l'outil ne suffit pas. En fait, il y a vraiment tout un effort d'éducation à faire et ça passe. C'est effectivement une des nouvelles missions des enseignants, qui est, on va dire, l'étape d'après. Une fois qu'ils sont à l'aise avec le numérique, il faut que ça arrive à transmettre cette capacité. Et alors, comment ils reçoivent justement vos propositions, ces fameux enseignants? Ils sont plutôt assez positifs ou inquiets? Comment ça se passe? Charlotte pourra mieux répondre que moi là-dessus, mais moi, ma perception, c'est qu'on observe directement, on va dire, des différences entre les types d'enseignants, en fait, de manière assez prévisible. Les profs de techno sont beaucoup plus, on va dire, en avance de phase, ils maîtrisent déjà l'outil, ils savent déjà, voilà, c'est tout à fait logique. Et ça, justement, c'est vraiment quelque chose qu'on va observer. Il y a aussi une différence selon l'âge des enseignants et parfois certains enseignants qui ne viennent pas forcément du milieu de l'éducation vont avoir une approche différente sur comment intégrer les moyens numériques à l'intérieur de leur cours. Donc on observe vraiment ces différences-là.
Oui, et en fait, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait un petit peu. Enfin, en fait, tous les enseignants quasiment utilisent le numérique pour préparer leurs cours, pour créer des supports plus animés, etc. Donc, en fait, c'est peut-être aussi... les enseignants imaginent que c'est... en fait, on a le tout numérique, mais des petites choses peuvent être mises en place. Et en fait, en leur montrant que juste déjà envoyer un lien internet, c'est accéder à un contenu peut-être qui n'était pas dans le livre, c'est déjà une étape. Et en fait, c'est ça, c'est les rassurer et les aider à aller petit à petit vers une pédagogie qui est différente et un cours qui va être différent pour les élèves. Oui, d'autant plus qu'ils auront peut-être l'impression d'être davantage compris par les élèves. C'est le lien aussi entre prof et élève qui va peut-être se modifier grâce au numérique. Oui. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, les élèves ont besoin de ça pour être intéressés, pour garder l'envie d'aller à l'école. Et donc, c'est vraiment important que les profs s'y mettent aussi de ce côté. Parce que vous parlez du côté ludique, effectivement, du côté numérique. Alors, effectivement, on pense toujours aux jeux vidéo et autres. Mais c'est vrai que pour répéter une division de 100 fois, on est assez content de la répéter sur le numérique plutôt que sur un papier et de le refaire. Oui. Et c'est vrai que c'est là où on se dit, oui, effectivement, c'est là quand même la magie de la fameuse tablette. Voilà, merci mille fois en tout cas à vous deux d'avoir été avec nous. Charlotte Riffet, je rappelle donc que vous êtes service designer chez You Know Why et William Anger, également directeur produit chez You Know Why. On marque une courte pause et on se retrouve. Tous les matins, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous propose des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Vous venez de le dire, on parle d'intégration. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que l'inclusion se mette en place réellement. Parents, profs, élèves, élus, Patrice Boisfer vous donne la parole chaque jour dans le MAG pour aborder une thématique clé de l'éducation. L'idée, c'était de dire, vous pouvez le faire, c'est une volonté. Chaque jour, faites bouger le monde de l'éducation dans l'école du futur. Avec ses invités, Marjorie Paillon inspire vos enfants et les guide vers les métiers de demain. Le goût de l'effort qui est absolument nécessaire de développer chez un enfant, on peut le proposer avec un outil numérique. Tous les soirs dans le Grand JT, Virginie Guillaume débriefe de l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Et j'espère qu'un jour, on y arrivera, le jour où on aura suffisamment un parcours de citoyenneté solide et qu'on aura donné aux jeunes de 16 ans la capacité de voter avec tous les outils dont ils ont besoin. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui se confie sur ses souvenirs d'écolier et sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. Je vois du vert, je ne sais pas pourquoi. Non mais des plantes. En fait, je pense que j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de choses en pratique. Oui. Ça, c'est mon école rêvée. Et la réalité ? En réalité, ça va être des ordinateurs, des tablettes, du numérique. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. Le 5 octobre, c'est la journée mondiale des enseignants. Pour l'occasion, School TV mobilise son antenne et met les professeurs à l'honneur. Dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff dans La Quotidienne pour un tour du monde du métier d'enseignant. Il recevra Émilie Théron, réalisatrice du documentaire Être prof. Dès 9h, Patrice Boisfer vous donne rendez-vous pour une spéciale orientation. Qu'est-ce qui motive les professeurs de demain ? Comment se former ou se reconvertir ? La réponse avec ses invités dans le MAG. Ils sont enseignants, mais aussi stars des réseaux. Découvrez le quotidien de ces profs qui jonglent avec le numérique. Dans l'école du futur dès 12h30 avec Marjorie Paillon. Les métiers de l'éducation n'ont jamais autant résonné dans l'actualité. À l'heure de la grande concertation et des réformes annoncées, quel avenir pour le plus beau métier du monde ? Nos invités viendront en débattre à 20h30 dans le Grand JT de l'éducation présenté par Virginie Guillaume. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir à nouveau sur ce plateau Emmanuel Guimberteau. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors, vous êtes le directeur de mes cahiers numériques et ça tombe bien, on va en parler de ces fameux cahiers numériques, car qui dit cahier numérique dit révision. La révision, ça peut être compliqué dans la tête des élèves et pourtant,
si simple grâce au cahier numérique. Vous ne direz pas le contraire. Non, c'est ce qu'on a essayé de faire. Ça s'appelle se mettre à la place de l'autre. Donc, pas mal. À la place de l'enfant, à la place du parent. On sait que c'est un moment conflictuel, les révisions, l'école, les devoirs, mais aussi les révisions. Ouais. Donc il faut essayer de créer un système qui soit le plus serein possible. C'est ce qu'on a essayé de faire. Ouais. Alors comment on fait justement pour créer un système qui soit serein, paisible pour les enfants quand on parle de révision? Parce que bien que votre solution est formidable, d'autres ont essayé avant et ça a toujours été assez compliqué, j'avoue. En fait, je pense qu'il faut donner aux parents plus que le côté je me déculpabilise en achetant un cahier, mais après j'ai une énorme attente pour mes enfants et attention, s'ils n'y arrivent pas, que va-t-il se passer? Ah, vous vous adressez aux parents avant de vous adresser aux enfants en fait. L'acte d'achat, il est fait par les parents. Ouais. Donc pour les parents, il faut déjà envoyer un message clair. Le cahier, il va pouvoir se faire en partie en autonomie parce qu'il va être dans un environnement très pédagogique et aussi très serein pour l'enfant qui va trouver beaucoup de réponses à ses questions. Le problème de la plupart des cahiers de vacances ou des cahiers de révision, c'est que l'enfant, il est livré à lui-même. Et quand il est livré à lui-même, il peut se retrouver livré à lui-même face à sa difficulté. Donc il perd pied et souvent il ne le termine pas ou il ne va pas jusqu'au bout de ce cahier et le parent a l'impression qu'il n'a pas fait un acte d'achat sur lequel il a pu s'appuyer. Donc il faut absolument développer un univers dans lequel l'enfant se sente bien, où il a envie de revenir, où tout un système de récompense, d'encouragement, de pédagogie, où il se sent accompagné, assisté, et les parents, de ce fait, arriveront à prendre un peu de recul, et j'ai envie de dire même arriveront à souffler par rapport à ça parce qu'ils attendent énormément, les parents. Et on les comprend. Moi, j'ai été parent aussi et c'est vrai que c'est un grand souci. Vous voyez, j'ai vu une enquête encore aujourd'hui ou hier qui vient de sortir qui nous dit qu'on n'est pas bon en maths, qui nous dit qu'on n'est pas bon en français. C'est la réalité. C'est la réalité, malheureusement. Moi, j'étais enseignant, comme vous le savez, depuis plus de 20 ans et j'ai vu une certaine... non pas baisse de niveau, c'est trop simple de dire ça, mais en tout cas, j'ai vu quand même des enfants, notamment des milieux les plus populaires, perdre pied et qui restent un petit peu sur le bord de la route. Mais justement, ça, c'est dommage. Parce que les programmes étaient mal faits, parce que justement, les révisions n'étaient pas forcément faites dans les bonnes conditions. Enfin, pourquoi vous avez vu justement cette baisse de niveau? Je sais que c'est long comme discussion. Oui, c'est un petit peu court, je ne voudrais pas faire de raccourcis, parce qu'en plus, on accorde énormément d'attention aux notions fondamentales depuis des années. On ne parle que de ça, et malgré tout, les résultats ne sont pas toujours là. Donc, pour revenir un petit peu à notre produit, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire autrement. C'est-à-dire de donner aujourd'hui des solutions, notamment à travers le format numérique, qui permettent de stimuler, de donner envie à l'enfant, parce qu'il y a quand même un problème de motivation souvent à l'école, et alors encore plus en dehors de l'école quand on considère que c'est terminé. Et il faut absolument trouver une autre forme pour séduire l'enfant et qu'il ait envie de revenir faire ce cahier. Oui, parce qu'on dit cahier numérique, en fait, évidemment, qui dit numérique dit Internet. Donc en fait, c'est une plateforme, c'est ça qui réunit deux applications, pour être très clair. On a Mes Cahiers Numériques, qui est la marque. Ouais. Mes Cahiers Numériques a développé deux applications, l'une pour les grandes vacances, mescahiersdevacances.com, et l'autre pour les révisions scolaires tout au long de l'année de septembre à juin, pour accompagner l'enfant parallèlement à ce qui est fait en classe. Et ça, c'est mescahiersderévision.com. Et mescahiersderévision.com, ça veut dire qu'on retrouve le programme, j'imagine, établi par le ministère de l'Éducation nationale, mais amélioré par vos soins et vos équipes, de manière à ce que ce soit effectivement tout à fait digeste, ludique et compréhensible. Exactement, on dirait que vous l'avez vu, Virginie. Je crois, il me semble. Mais c'est ça, c'est-à-dire que bien sûr qu'on s'appuie sur les programmes de l'Éducation nationale. Comme je l'ai dit, c'est en parallèle de ce qui est fait en classe. C'est conçu par des enseignants, donc des auteurs enseignants, mais ensuite, il faut absolument se distinguer de ce qui est fait en classe et il faut le rendre positif, encourageant, stimulant, dans un environnement ludique, parce que effectivement, sinon, on retrouve un côté rébarbatif que l'on peut retrouver par moment. Là, je dis bien par moment, parce que le caractère ludique, on le retrouve en classe aussi. Le ludique, c'est très important dans la pédagogie. Ça fait faire énormément de progrès de travailler en jouant. Et justement, si vous deviez décrire aux téléspectateurs ce qu'ils vont avoir devant les yeux, vous parlez de quelque chose de ludique. Ok, mais ça ressemble à quoi? Alors, concrètement, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des récompenses. Je sais pas, on a des étoiles comme dans Just Dance. Est-ce que vous avez repris les codes La ref, Just Dance. Parce que je suis en plein dedans avec mes enfants, ça occupe de très longs week-ends, Just Dance, il faut le savoir. J'espère que vous me demandiez une démonstration. Non, mais vous voyez, est-ce que vous êtes allé chercher les codes des jeux vidéo et des applis de jeux, Angry Birds, peu importe, pour rendre ça... voilà.
voilà. Toute proportion gardée, Oui. on s'est effectivement inspiré de systèmes de récompense qu'on peut retrouver dans des applications ou des jeux. Un enfant, par exemple, qui réussit, il a déjà un message d'encouragement sonore, visuel. Et ça, il est très attaché. Moi, je l'ai testé avec des enfants, et notamment dans des classes. J'ai vu des enfants qui avaient le sourire jusqu'aux oreilles quand ils recevaient l'encouragement, première chose. Ensuite, ils reçoivent des petits stickers, donc virtuels, à déplacer dans un carnet de voyage. Ils peuvent tourner les pages, ils peuvent changer la couleur du carnet. C'est des stickers qui rappellent un univers qu'ils connaissent bien, puisqu'ils ont des héros qui sont petits robots et robotines, des petits robots qu'ils connaissent parfois même en classe, parce que les cahiers numériques, ça vient d'une initiative de l'éditeur pour lequel je travaille, qui s'appelle les éditions Jocatop, et c'est un gros succès du côté des enseignants, et ce sont des auteurs qui travaillent avec nous par ailleurs sur d'autres produits. Donc ils forment des une mascottes. collection, en fait. C'est une collection. Comme les Pokémon ou voilà. Et ces mascottes, ils les ont dans toutes circonstances, dans les exercices. Il y a énormément de dessins, il y en a des centaines différents et auxquels les enfants s'attachent énormément. Et puis enfin, il y a des jeux qui peuvent débloquer après un certain nombre d'exercices réussis. Donc des jeux qui sont des puzzles à reconstituer, des jeux de mémoire, des jeux avec des drapeaux à trouver l'intrus parmi des drapeaux, une initiation au sudoku, des lettres mélangées. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est très riche. Et puis, tout ça, c'est la valeur ajoutée. Mais ça, c'est la valeur ajoutée, j'ai envie de dire, pour nous. Mais pour eux, c'est pas la valeur ajoutée. Eux, c'est presque constitutif de la norme, en fait, de leur motivation. Oui. Exactement. Oui. Ouais. Alors comment on fait pour apprendre une leçon sans que ce soit trop rébarbatif, sans on apprendre bêtement en fait, le par cœur qu'on comprend pas, assez classique qu'on retrouve chez les élèves? Alors déjà dans notre application, il n'y a pas de par cœur bête pour reprendre votre expression, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du travail répétitif sans souci de compréhension. La base, c'est ça. Mettre les enfants dans un environnement où ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que sinon, vous perdez beaucoup d'enfants, et à commencer par ceux qui sont en difficulté. Ce qui est quand même vraiment pas le but pour un cahier de révision. Mais alors justement, donc Jonathan se met devant son ordinateur, il révise, et comment il sait, ou comment plutôt vous savez qu'il n'apprend pas bêtement et qu'il a compris le cours, la leçon? Il y a tout un processus de passation d'un exercice, une consigne qui est lue et entendue. Ça, c'est important parce que pour les enfants non lecteurs, il peut cliquer, réentendre la consigne autant qu'il le veut. Ça, c'est un grand atout par rapport à la compréhension. S'il se trompe, il a des aides, un système d'aide à 2 niveaux, progressif, là aussi qui sont lus. Alors ce sont les robots qui sont animés qui lui disent attention, tu t'es trompé peut-être parce que, etc. Et la deuxième aide est un petit peu plus poussée. Donc il est encore dans une situation où il peut corriger et il a des éléments de compréhension pour pouvoir s'améliorer. Donc en fait on apprend en faisant les exercices. Exactement. Voilà. Et au fur et à mesure on est aidé. C'est pas à la fin on a la correction brute et sans explication, parce que ça, c'est inutile. Donc l'accompagnement, il est progressif et il y a des interactions en permanence entre les robots qui donnent des solutions ou qui donnent des pistes pour réussir, et puis l'enfant. Et il y a même des outils que l'enfant peut activer pour pouvoir s'appuyer dessus. Je prends un exemple tout simple, il doit faire une multiplication posée. Mince, il ne se souvient plus comment on fait. Il ne se souvient plus, par exemple, non plus quelles sont les tables de multiplication. Ça arrive très souvent à l'école. Eh bien, il a les tables de multiplication qu'il peut consulter de manière numérique. Il peut les chercher la bonne table. Et puis, il a la réponse. Et puis, c'est ça dans toutes les matières. En mathématiques, en français, en histoire, en géographie, en anglais. Il y a des outils très complets pour qu'il, là aussi, soit en situation de réussite. Et pour qu'il soit en situation de réussite, j'insiste souvent là-dessus, il faut qu'il soit en confiance. Et alors, quelle est, dernière question, mais quand même importante, quelle est la part allouée justement à ces révisions de cahiers numériques le soir? Si on dit que l'enfant, par exemple, doit le faire tous les soirs ou 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Oui, alors nous, on laisse la liberté aux parents ou aux enfants de choisir. Je dis aux enfants parce que des fois, c'est des élèves de CM2, donc ils ont la capacité de choisir. Ce que nous recommandons, c'est une certaine régularité parce que la pédagogie, je suis bien placé pour le savoir, c'est quelque chose qui doit être récurrent comme une espèce de fil rouge tout au long de l'année. Donc, il ne faut pas en faire beaucoup en termes de temps consacré, mais il faut en faire souvent. Et si on peut en faire quelques minutes par jour, c'est parfait. Et ça tombe bien parce que dans notre cahier de révision, il y a un parcours structuré dans lequel on se laisse guider et on fait les exercices dans un certain ordre. On a les matières qui sont proposées dans un ordre qui est préétabli. Mais si on veut en faire tous les jours un petit peu en répétitif, on a un parcours qui, lui, est libre et c'est l'enfant qui va chercher matière par matière, compétence par compétence, l'exercice qu'il veut faire. Donc on a toute liberté de construire son parcours et d'avoir un parcours qui s'adapte à son emploi du temps. C'est ça, c'est un souci de souplesse
dans un environnement régulier de révision. Pour une matière comme l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, donc pour les langues, il y a beaucoup plus d'oral que d'écrit? Ah oui, absolument, c'est recommandé par l'école. Plus les enfants sont dans les petites classes, moins la part de l'écrit est importante. Donc nous, on a appliqué ce principe tout à fait naturellement, auquel je crois énormément aussi. L'école élémentaire n'est pas faite pour faire de la grammaire comme on l'a appris au collège. On en a même un peu souffert, nous, au collège, de temps en temps. Donc, on voit bien qu'à l'élémentaire, ce n'est pas du tout le but. Donc, on a énormément d'oral. Et là, le caractère numérique du cahier est absolument approprié. Vous voyez, il y a des éditeurs qui ont du cahier papier. Ils sont obligés de mettre un CD audio, ce qui est moins confortable. Il n'y a pas un côté aussi réactif que dans cette application. Où là, par exemple, j'ai parlé des outils. Dans les outils d'anglais, on a énormément de vocabulaire qui est lu par des gens dont c'est la langue. Donc l'enfant, s'il a un doute sur la prononciation, s'il a un doute sur le vocabulaire, il peut faire appel à cet outil et il est drôlement aidé. Et les parents aussi, parce qu'il y a des parents qui sont un peu en difficulté avec l'anglais. Évidemment, même avec les maths, même avec toutes les matières. Bien sûr. Je peux poser une toute dernière question? Parce que moi, je suis chaud sur les cahiers numériques, j'ai envie d'acheter, mais j'aimerais bien savoir combien ça coûte. Ah ben oui, bonne question. Bah oui, Jean-Pierre Pernaut, combien ça coûte? Alors, c'est environ, je vais dire environ, parce qu'il y a tout un système de réduction, mais je vais donner un repère aux gens qui nous écoutent. C'est environ 9 €, un peu moins de 9 € par mois. Et sachant qu'on peut s'abonner quand on veut, et le prix est dégressif à mesure qu'on avance dans l'année. Voilà. Et plus on a d'enfants, peut-être. Ah, plus on a d'enfants, exactement. Exactement. On a, alors là, si vous voulez que je sois concret, 12% de réduction à partir du deuxième enfant et 20% à partir du troisième. Voilà, on rentre dans le concret, dans l'intéressant. Voilà, de quelle classe à quelle classe, dites-moi? Du CP au CM2 pour réviser français, mathématiques, histoire, géo et anglais. On sort un tout petit peu des cahiers numériques. J'ai une question un peu large, mais je suis sûre que vous allez trouver la réponse. Est-ce que vous avez une définition du bonheur? Dans quel contexte? Je ne sais pas. Si c'est à l'école. Celui que vous souhaitez. Alors moi, je vais rester dans ce que je connais. Celui qui me touche le plus professionnellement, c'est le bonheur à l'école. Le bonheur à l'école, c'est la relation humaine. Et moi, j'étais directeur d'école pendant très longtemps. Ouais. Et la relation humaine, c'est entre les enseignants, les enfants et les parents. Ça marche à trois à l'école. Et quand on arrive à développer cette relation harmonieuse entre les trois, eh bien, on a quelque chose qui s'approche du bonheur, au moins à l'école. Merci beaucoup Emmanuel Guimbarteau, ça tombe bien. On aura demandé à nos enfants du Grand JT justement quelle était leur définition du bonheur. Regardez. Être libre, d'avoir aucun souci ni problème. On peut être avec plein d'amis, faire plein d'activités, aller au ciné, etc. Ou juste le fait d'être avec eux, discuter, ça peut être marrant de temps en temps, etc. Donc ça peut te rendre très heureux aussi. Tout aussi avec la famille, passer du temps avec eux et tout, ça fait toujours du bien. Pour moi, le bonheur et le fait d'être heureux dans sa vie, c'est de pouvoir profiter pleinement de sa passion ou alors de plusieurs de ses passions dans sa vie. Qu'est-ce qui te rend content? De faire câlin au vent. De faire des câlins au vent? Oui. De dire des gros mots. Non. Oui. De voir mes amis, de faire mes loisirs, de faire des choses que j'aime bien, de faire des nouvelles choses, d'apprendre, de parler et de faire ce qu'on aime. Merci à tous ces enfants, Erin, Ruben et tous les autres qui étaient là. Une définition du bonheur pour vous, Loïc? Je pense que c'est quand je rentre le soir à la maison et que j'ai mes deux enfants qui me sautent dans les bras en me disant « Papa, papa ». Après, ça part en cacahuète parce qu'ils veulent faire la bagarre, forcément. Mais ce petit moment qui dure une petite trentaine de secondes, une minute, où ils sont calmes, où ils sont heureux de me retrouver, ça, c'est mon bonheur de chaque jour. La bagarre mignonne, la bagarre. Bien sûr, je leur fais pas des clés de bras, évidemment. Je croyais qu'il vous disait « Mes cahiers numériques, j'ai envie de faire mes cahiers numériques ». Il est extrêmement fort. Pas encore. Bon, mais avec cahier numérique, en tout cas, vous l'avez compris, donc du CP au CM2, tous les mois, toutes les semaines. Enfin, on s'abonne quand on veut, parce que finalement... Absolument, en permanence, voilà. Et c'est ouvert jusqu'au 30 juin. Allez, maintenant, c'est place à Malika Ménard avec Sonia Descolliers et Laurent Mestret qui sont invités cette semaine. Si tu veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission, qui est vraiment consacrée à l'école. Quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui? Eh ben, écoute, je sais pas, je vais plus trop à l'école en ce moment, mais je suis mon fils qui est à l'école. C'est ce que j'allais te dire. En 6e. Oui. Donc non, ça reste toujours la même chose. Après, faut vraiment faire attention parce que maintenant, je l'ai vu, les jeunes veulent absolument être de plus en plus influenceurs. Donc c'est hyper important que les professeurs
insiste sur le fait qu'influenceur, oui, c'est cool, mais il faut connaître les bases. Et malheureusement, souvent, on me demande comment tu fais pour être connu et tout. Et non, d'abord, déjà, enrichis-toi, mets toutes tes chances de ton côté pour justement avoir un vrai métier. Et puis après, tu peux toujours à côté faire une passion. Ton garçon, il veut être influenceur? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout son truc. Enfin, je sais pas trop. Je vais pas demander si... Non, c'est pas son truc. Tu en aurais déjà parlé. Ouais, puis même, non, D'ailleurs, il faut d'abord qu'il se construise, qu'il ait des choses en main, avant de commencer à penser à ça, quoi. Quelle différence tu fais entre l'école que toi t'as connue et celle que lui connaît? Quelle différence? Je sais pas. En fait, il est à l'école là où j'étais moi avant. Oh, c'est énorme. Donc c'est ouf, hein. Enfin, dans la même à école? côté. Pas vraiment. J'ai fait quelques... Parce qu'il y avait un problème de cantine, donc je devais aller dans l'autre école. Enfin, pour moi, j'étais une école qui était à 500 mètres. Donc lui, il est au collège, là où on allait manger de temps en temps. Mais écoute, non, ça reste toujours la même chose. Il faudrait que je traîne un de ces quatre dans les couloirs pour voir ce qui se passe. Ça va être discret, ouais. Ouais, je sais pas trop en fait ce qui se fait actuellement, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que beaucoup de choses sont numérisées, tout ça, donc c'est plutôt cool, donc on a accès à tout, quoi. Justement, si tu devais penser à l'école de demain, tu la vois comment dans quelques années? Comment je verrai l'école? Je suis pas du tout avec dans du le système numérique scolaire. Ouais, ça va être sûrement ça va être un peu du numérique et tout. Mais faut vraiment pas oublier les fondamentaux quand même. Donc ouais, ça va être sûrement de l'ordre de numérique. Je sais pas du tout, franchement. Toi qui es un grand sportif, est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait plus de sport à l'école ou qu'il y en ait encore plus aujourd'hui? Plus de découvertes peut-être. Il y a des sports qui doivent être connus quand même. Je sais pas, plein de disciplines qu'il faut. Pas les sports classiques en fait, c'est ça que tu veux dire, aller plus vers. Peut-être les classiques, mais des sports, d'autres aussi. Voilà, d'autres aussi. Après, il y a des endroits où malheureusement on pourra pas faire de ski, hein, tu vois, on va pas faire du ski dans le 94. Mais voilà, qu'il y ait un petit peu de touche à tout et surtout qu'on apprenne vraiment les valeurs qui sont importantes au sport. Quand tu prends des cours de sport, t'apprends de très très bonnes valeurs et donc c'est important qu'elles soient ressorties pendant ces cours-là. C'est quoi les valeurs du sport alors? La discipline, le travail, la patience, le boulot, le mental, tout ça c'est hyper important, tu l'apprends là-bas. C'est ce qu'on va retenir, c'est le mot de la fin. Merci. Hein. Oui, merci d'avoir partagé avec nous tes souvenirs. Avec plaisir, Alika. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. Emmanuel, si vous ratez un jour par hasard le Grand JT d'éducation, vous pouvez tout revoir, vous savez, sur le site internet, mais en même temps, surtout, le meilleur de School TV avec le Zap. C'est vrai? Ouais, c'est maintenant. Ah ouais. On va venir justement à cette question cruciale, puisque vous l'abordez, Dylan, de l'éducation et du métavers. Alors, je précise que le métavers collège, c'est pas un collège dans le métavers, mais c'est une formation au métier du métavers. L'idée, c'était justement de se dire qu'il fallait garder d'abord et avant tout une formation physique, de visu, avec les enseignants et les enseignantes pour former à ces métiers, pas la faire directement dans un univers virtuel. Non, ce serait peut-être trop tôt, puisque l'usage aujourd'hui, il est encore en train de se calibrer un petit peu. Les gens découvrent ce que c'est. Aujourd'hui, je ne sais pas si parmi vous avez testé justement un casque à réalité virtuelle, plus de 2 heures, et on a déjà une sensation d'être perdu, etc. Donc, nous, on ne va pas tout de suite faire vivre une expérience, on va dire, de métavers, mais apprendre les compétences, les outils et garder l'expertise qu'on a chez Digital College. C'est cette proximité des étudiants avec les enseignants, avec des exercices à réaliser, effectivement, mais progressivement, les expériences se tenteront et peut-être un jour, je ne sais pas quand, mais on serait pourquoi pas en 100% expérience métaverse. Ouais. Autre problème soulevé effectivement par ces rapports, le taux d'illettrisme, et je crois que vous l'avez évoqué justement en tout début d'émission, de manière inaugurale, le taux d'illettrisme qui est 3 fois plus élevé en Outre-mer qu'en métropole, soit 30% des 6-26 ans concernés, justement, tout à fait, en Outre-mer. Quelle solution en urgence faut-il apporter justement à tous ces départements, à tous ces territoires? Parce que ça ne va pas s'arranger comme ça, là. Écoutez, la lutte contre l'illettrisme, c'est l'un des chevals de bataille du parc numérique, donc, pour ne pas dire l'un des canassons les plus importants, puisque derrière... un illettré n'est pas forcément quelqu'un qui n'est pas en capacité d'apprendre. Voilà. Ça, c'est un premier fait. Maintenant, il faut pouvoir adresser des solutions. Donc, Microsoft
Accessibilité permet de le faire. GRIP compétences aussi. Il y a des acteurs EdTech justement. Ça consiste en quoi, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas Microsoft Accessibilité? Alors, à développer des solutions qui permettent de faire du text-to-speech, par exemple. D'accord. Que vous avez un document à lire, je suis illettré, je suis en situation d'illettrisme. J'ai une application qui me permet de lire ce texte. D'accord. Voilà. Ou de mettre en surbrillant ce texte sur mon ordinateur pour me permettre de déchiffrer, ou bien même d'y ajouter une image pour pouvoir... c'est de l'aide à la compréhension, tout simplement. Lilian, l'innovation aujourd'hui, concernant justement l'outre-mer, tous les territoires, les départements ultramarins, peut venir justement en aide à ces territoires et la solution pour réduire ces inégalités? Moi, je pense que oui, en fait, notamment à travers le parc numérique. Je prends comme exemple, on a eu l'occasion d'animer des ateliers à l'attention d'élèves décrocheurs et en situation d'illettrisme. L'idée, en fait, c'est d'ouvrir, en fait, d'ouvrir le champ des possibles pour ces jeunes-là, leur faire avoir de nouvelles perspectives. Bon, nous, on utilise comme levier la programmation robotique qui met en fait le jeune en situation, en action, en fait. Donc, il fait. Donc, ce qui permet également de retrouver la confiance, lui donner le sentiment que il sait faire. Parce que très souvent, le jeune en situation d'illettrisme, il rentre dans un engrenage, il se donner, puis il a confiance, l'estime de soi. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est de le réenchanter, en fait, de lui faire comprendre que tu peux faire. L'avantage du numérique... Et des fois, ça switch vite, des fois, ça change vite. Il faut quelques mots, il faut un regard, il faut... Nous, on base énormément nos actions sur l'aspect humain. Donc là, il y a des outils de neuroéducation pour mettre le jeune en confiance. Mais en général, quand on les fait rentrer dans le numérique à travers la programmation robotique, en général, ça les séduit. D'accord, ça les stimule? Ça les stimule, voilà. On travaille sur la légitimité, en fait. Aujourd'hui, nos jeunes ont besoin de rôle modèle, ils ont besoin d'un accompagnement. La neuroéducation permet d'engager, de définir des objectifs et permet aussi de pouvoir avoir des résultats qui sont beaucoup plus efficients. C'est tout un univers, je le disais, mortel Adèle. La nouveauté, là, c'est ce roman qui vient de sortir et qui est Debout les bizarres. Excellent roman, je tiens à le dire. C'est un retour aux sources parce que vous commencez par le roman en fait. Oui. Plutôt le roman pour ados d'ailleurs, je citais quelques titres, il y en a eu d'autres. Mais... Jeunes adultes, en fait, moi je dessinais vraiment une carrière d'écrivain et finalement devenir scénariste a été plutôt un accident dans mon parcours. C'était pas du tout dans mes plans et un jour j'ai dessiné Adèle dans un mail que j'envoyais à une éditrice avec qui je travaillais sur un roman. Elle n'avait pas le temps de lire le mail donc elle l'a imprimé et posé sur le coin de son bureau et c'est comme ça que le directeur de la maison d'édition est passé, a vu le dessin et m'a proposé de faire de la bande dessinée. Si j'ai bien compris, c'est pas la première fois que vous dessinez Adèle. Non. Loin s'en faut. Ouais. Elle commence dans une démarche de cahier d'écolier. Ouais, en 1995, quand j'avais 14 ans, j'ai dessiné Adèle pour la première fois quand j'étais au collège. Un grand trait. Un grand trait pour fendre la feuille en deux. J'étais un enfant victime de violences scolaires, donc j'avais vraiment cette sensation de disparaître dans les violences scolaires et de perdre complètement le contrôle de ce qu'était ma vie d'enfant. Et puis un jour j'ai pris cette feuille et comme on fend le brouillard, j'ai fendu cette feuille en deux avec un trait et c'était la barre de front d'Adèle. Et le geste est resté encore aujourd'hui. Et c'est la première chose que je dessine encore aujourd'hui quand je la dessine. La transposition de ces campus, de ces écoles, dans des univers virtuels, immersifs. On en a vu quelques expérimentations ici dans l'École du Futur, notamment dans la toute première saison avec Quark Éducation qui est en train d'inaugurer le premier campus d'éducation supérieure dans le métavers. Dylan, pour vous, est-ce que c'est le futur de l'éducation? Est-ce qu'on peut se dire qu'on peut répliquer, dupliquer une véritable expérience éducative d'interaction professeur, élève, classe dans ces univers virtuels? Pour moi, le futur, oui. Après, le présent, il y a encore un peu de travail, notamment lié à l'immersion. Avoir un casque, déjà, tous les étudiants ne peuvent pas se permettre d'acheter ce matériel. Et typiquement, j'en parlais avec le gérant d'un organisme de formation qui m'expliquait que ça fonctionne pour les étudiants qui ont un ordinateur. Donc pas le métaverse immersif, mais le fait d'avoir tout simplement une carte avec d'autres personnes dans un espace entre guillemets de jeu, un espace virtuel. Donc ça fonctionne. Mais tous les étudiants déjà n'ont pas un ordinateur qui leur permet de faire tourner une carte en 3D, etc. Absolument. On a vu notamment là maintenant des métaverses en 2D, donc qui prennent moins de performance et qui peuvent être utilisés. Mais là encore, tous les étudiants n'ont même pas des fois un ordinateur. Il y en a qui suivent leurs cours sur Teams, par exemple, via leur téléphone. Donc il y a encore un peu de travail de ce côté-là. Il y a peut-être des optimisations à faire, ça sera pour le futur.
On peut commencer effectivement par les métaverses non immersifs en 2D, etc. Et après passer petit à petit, de façon incrémentale, sur du 3D, puis sur de l'immersion. Est-ce que les profs font appel à vous aujourd'hui, messieurs? Est-ce que les profs sont aujourd'hui demandeurs d'être peut-être plus formés sur le numérique et d'être plus au fait de ce qui se passe en termes d'innovation, peut-être pour les aider dans leur quotidien? Alors, fondamentalement, ils n'ont pas le choix, puisque maintenant, ça fait partie de compétences qui leur sont demandées. Je ne vais pas vous dire que tous les profs font appel à nous, mais en fait, nous, on a... Ils ne viennent pas tous ouverts du genre « Allez, vas-y !» Bon, on ne va pas non plus dire qu'on ne sont pas les messies. Bien sûr. Mais l'idée, en fait, c'est d'apporter en fait, une certaine compétence, nos compétences, en fait, dans ce domaine-là aux profs. Et en effet, on travaille déjà avec certains acteurs du territoire, avec certains établissements. Dans des dispositifs. Parce que l'idée, en fait, nous, c'est pas d'arriver, comme je l'ai dit, on ne sommes pas des messies. On fait avec ceux qui sont là. Donc, ça veut dire qu'on travaille avec le rectorat, on travaille avec le réseau Canopé, on travaille avec les acteurs qui sont là, en fait. D'ailleurs, on a intégré le TNE Guadeloupe, qui est le territoire numérique éducatif. D'accord. C'est le seul dispositif encore développé sous les Outre-mer de ce type, qui tend à être essaimé, je l'espère en tout cas. Mais on va y travailler avec M. Fricoteau, qui est le DRAN de la Guadeloupe, à développer ces outils qui sont... Quelle est votre principale, messieurs, difficulté aujourd'hui? Les difficultés sont financières. Aujourd'hui, on a besoin de financement pour mettre en place nos actions. Pour justement éradiquer certains fléaux, il faut des budgets. On parle de quel montant? Parce qu'on ne se rend pas compte. Et effectivement, l'éducation, c'est le budget le plus conséquent dans le budget effectivement de la France. Là, on parle de quel budget? On a plus de... Pour nos territoires, on est à des millions d'euros. J'imagine, parce que vu les particularités, vu l'étendue des territoires, vu... Plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions d'euros, mais à affiner, bien sûr, en fonction des gouvernements qu'on a en face. Mais c'est vrai qu'il nous manque encore du budget. Moi, je pensais que vous alliez me parler de milliards. Non, mais je vous dis la vérité. Je pensais que ça se chiffrait plus en milliards. Ça peut se chiffrer en milliards, mais on n'est pas... Ça se négocie. Voilà, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une réalité financière. Donc, il est très difficile de trouver des financements aujourd'hui pour nous, associations. Maintenant... c'est un appel aussi à nos fondations, à nos gouvernements pour faire redescendre, ruisseler ces financements qui aideront les acteurs du territoire. Pas que nous, les acteurs. Mais pour vous, le fait qu'on vous entende, votre voix, c'est pas du tout anodin. Non, en fait, sur l'histoire de Mortel Adèle, on n'a pas abordé les violences scolaires tout de suite. Moi, j'ai mis beaucoup de temps aussi dans mon histoire personnelle à m'emparer de ce sujet-là, que j'ai compris tardivement, puisque je suis retourné dans mon ancien collège. En fait, on m'avait invité pour une rencontre, et en rentrant dans la cour de récréation, je suis devenu tout blanc. Je me sentis pas bien. Il y a tout qui remontait. Et tout remontait, et la journaliste qui m'accompagnait m'a dit mais aujourd'hui tu reviens avec, à l'époque on était à 2 millions de lecteurs, alors elle me dit tu reviens avec 2 millions d'enfants. Et j'avais une fracture du pouce dans cette cour de récréation. Absolument, qui vous empêchait de... Qui m'empêchait de dessiner. C'est pas une fracture, j'ai bien compris, on vous a cassé le pouce. On m'a fracturé le pouce. D'accord, oui. Non, parce que quand on dit que j'ai une fracture, on croit que vous êtes tombé. C'est vos harceleurs qui vous ont cassé le pouce. Et du coup, les enfants se sont emparés petit à petit de ce qui pressentait chez Adèle, des raisons de sa colère, des raisons de son attitude et cette volonté de ne pas reculer devant les autres et de ne pas polir les contours de qui elle est. Et finalement, on a commencé à recevoir beaucoup de messages d'enfants qui étaient aussi victimes de violences scolaires, et c'est ce qui m'a encouragé à finalement parler de ce que j'avais vécu aussi. Vous manquez vous évanouir en rentrant dans le collège. Ouais. Votre pouce, il est handicapé depuis, 20 ans. Depuis 20 ans, ouais. Et quand vous sortez? Et quand je sors, je me remets à dessiner. Et le pouce Et le pouce remarche, mais c'était une blessure fantôme. Elle revient encore de temps en temps quand je me sens oppressé par le groupe, principalement. C'est vraiment le moteur somatique de cette douleur. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est passé. Et ces violences, elles étaient aussi en partie dues... Bon, alors, il n'y a jamais de bonne raison. Quand on est victime de violences scolaires, on a tendance à tout de suite se demander ce qu'on a pu faire. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il n'y a aucune raison qui justifie qu'on subisse ça dans la vie. Moi, je pense qu'il y avait un truc, en tout cas, sur lequel on pouvait beaucoup s'appuyer, c'était ma voix, qui était très aiguë, très perchée pendant longtemps, quand j'étais enfant. Et aller vers la chanson, emmener Adèle vers la chanson, c'était aussi un moyen énorme. De se réapproprier cette voix et de dire aux enfants que même nous, adultes, on a des choses à régler. Voilà pour le Zap. Merci beaucoup. C'est la fin de ce grand JT. Merci mille fois, Emmanuel Guimbarteau, d'avoir été avec nous. Mes cahiers numériques, donc disponibles pour des révisions intelligentes, ludiques, dynamiques.
dynamique, efficiente et sympathique. Bravo pour le hic. Je vais engager Loïc. Oui, exactement. Canal 247 sur les Freebox pour nous retrouver, ainsi que schooltv.com. Merci à toute l'équipe. Mani Pézèche qui est à la réalisation, Alex Larochelle au son, Laure Audemont au maquillage, Agathe Delannoy et Emma Guessel à la rédac. La grande rédac, je dirais même. Merci à vous, cher Loïc. Merci beaucoup, on se retrouve lundi. Oui. Je suis trop content. Je vais vous parler du crayon gris. Pourquoi elle rigole toujours? Mais c'est vrai. Il me dit ça comme si c'était un miracle. Je suis trop contente d'être là. J'adore cette magie. Vous savez, par les temps qui courent, c'est Noël. On est bien content d'être sur un plateau de télé. C'est vrai. Merci à toute la rédac. Merci Emmanuel. Au revoir.